D'ailleurs, on va boire un bon café tous les deux. Elle m'a dit, qu'est-ce que vous avez changé? Je dis, j'ai changé parce que je suis en train de remonter un peu. Ma maladie est pratiquement terminée. Elle me dit, non, pas changer comme ça. Si je vous avais vu hier, en revenant par exemple du médecin, je vous aurais reconnu, mais maintenant, j'ai l'impression que c'est plus le même homme que je connais, que j'ai en face de moi. Je lui dis, enfin, c'est peut-être parce que alors j'ai l'air fatigué. Non, je peux vous dire ce que je pense. Mais bien sûr, allez-y. Je sais ce que vous êtes en train de faire. Alors elle m'a fait rigoler. J'étais non seulement curieux, mais un peu, un peu inquiet. Qu'est-ce qu'elle allait me sortir? Et elle m'a dit, vous taquinez la muse. Alors je suis parti d'un grand éclat de rire. J'ai dit, je taquine la muse. C'est comme ça que vous imaginez le petit bruit que vous entendiez tout à l'heure. Elle me dit, non mais dites-moi, c'est vrai ou c'est pas vrai? Je me suis trompé ou pas? Je dis oui, si taquiner la muse, c'est faire quelque chose sur un bout de papier. Elle me dit oui, mais taquiner la muse, pour moi ça veut dire quelque chose. Je dis oui, pour moi ça veut dire à peu près la même chose, seulement je suis pas sûr d'avoir une muse. Mais je taquine quelque chose, oui c'est vrai. Et elle m'avait touché, très intimement. J'avais déjà un grand faible pour elle, une espèce de femme forte avec une très curieuse trogne sur les épaules. Qu'en lui offrant la tasse de café, je lui dis, voulez-vous que je vous fasse entendre quelque chose? Alors elle m'avait dit, oui, qu'est-ce que c'est? C'est de la musique? Je dis, ouais, je vais vous faire entendre quelque chose, attendez. Et j'ai sorti mon vieux disque tout usé, et je lui ai fait entendre ça. Alors elle a serré ses deux petites pattes, et puis ses mains sur son bide. Elle a fermé les yeux, et moi je la regardais, j'étais fasciné par son masque. Elle avait les yeux fermés comme je ne l'avais jamais vue. Elle avait un visage, une face qui me rappelait quelqu'un. Qui me rappelait quelqu'un que je n'avais peut-être pas connu comme étant vivant. Et mon disque qui grattait, qui craquait, de temps en temps je lui disais, c'est le disque qui est usé, hein, c'est pas la musique. Elle ne bougeait pas. Elle était, je crois, très loin de moi. Puis on est arrivé au bout. Alors j'ai arrêté, j'ai sorti une cigarette. Je lui dis, vous aviez déjà entendu ça? Alors très lentement, elle a rouvert les yeux, non pas comme si elle sortait d'un sommeil, mais comme si elle sortait d'un rêve éveillé. Elle m'a dit, oui, je peux vous dire qui c'est. Je lui dis, pas celui qui jouait. Elle me dit, non, mais la musique, je peux vous dire qui c'est qui a écrit cette musique-là. Je dis, allez-y, puisque vous êtes aujourd'hui dans votre grand jour de voyance, après la muse. Alors donnez-moi le nom du type. Elle m'a dit, c'est Monsieur Jean-Sébastien Bach. Et à ce moment précis, quand elle a prononcé Monsieur Jean-Sébastien Bach, en plus d'une série de frissons qui m'a parcouru toutes les chines, j'ai retrouvé ce que je cherchais dans son visage. Elle avait la trogne de Jean-Sébastien Bach, de Monsieur Jean-Sébastien Bach. Avec ses yeux fermés, il me semblait le voir devant moi. Et elle avait deux grosses gouttes de sueur qui tombaient de son front. On est resté silencieux un moment l'un devant l'autre, elle secouant sa tête et moi ne sachant plus quoi lui dire. J'avais envie, oui, je crois que j'avais envie de la prendre et de l'embrasser. Comment elle, cette bonne femme qui n'avait pas quitté son petit bled pendant 60 ans, qui était née et qui allait y crever, comment pouvait-elle faire pour reconnaître ce monsieur? Alors elle m'a dit, oh, vous savez, moi j'écoute jamais la radio, mais il m'arrive de temps en temps d'écouter ça. Je lui dis, mais alors donc vous écoutez, enfin ce qu'on appelle nous des concerts? Elle me dit, non, pas du tout des concerts, non, j'écoute la messe et je n'écoute la messe que quand il y a de la musique de Monsieur Bach. Je connais rien, je suis une femme ignare, comme on dit. Encore que je sois allé à l'école, mais je pourrais rien reconnaître d'autre que celle-là. Lui, je sais pas comment vous dire, mais chaque fois que je l'entends, ça me fait
tellement de bien et tellement de mal. Je suis sûr que c'est pareil pour vous. Je me suis pas trompé quand je vous disais que vous taquiniez la muse, mais ça faisait longtemps que je voulais vous poser une question. Je voulais vous dire, monsieur, quand vous écoutez de la musique, puis à chaque fois je reculais, je me disais, oh, peut-être que monsieur Jean-Sébastien Bach, c'est pas quelqu'un qui connaît, c'est peut-être pas un grand. C'est peut-être le seul que moi je connais, c'est que... Et lui, ça va le faire rigoler, de m'entendre moi dire ça. Cette femme-là, quand je pensais à elle, ou quand nous parlions d'elle avec ma femme, moi j'en arrivais toujours à une image un peu énorme, pas parce qu'elle était énorme, elle était grosse, mais je la voyais comme une marmite, pleine de viande, de patates, de choux, qui allait donner une excellente soupe, avec des petits bouts de lard. Et là où on était, dans notre petite maison aux immenses pièces, où on s'acharnait sur le pompon en question. On le traînait avec nous dans toutes les pièces où on pouvait aller. Dans notre chambre la nuit, on l'emmenait et je lui nettoyais les fesses sans arrêt. Il ne contrôlait plus ses organes, mais petit à petit, les jours après les jours, il nous semblait que Pompon était en train de revivre. J'avais pensé à un moment que peut-être on lui compliquait sa faim, qu'au lieu de crever en 8 ou 10 jours qui lui restaient à vivre quand je l'avais retrouvé, j'allais le faire crever en 2 mois, 3 mois, peut-être 6 mois. Je n'arrivais pas à me décider de le prendre, de le porter vers un vétérinaire ou de le tuer moi-même, c'était impossible. Et cette grosse femme-là, je me souviens une fois, elle nous a parlé d'une de ses vaches. Ma femme les avait pratiquement toutes dessinées, soit dans les tables, soit dans les champs en train de ruminer. Nous avions remarqué qu'elle avait certaines préférences pour ses bêtes. Elle aimait son chien, elle aimait son chat, et elle aimait ses vaches. Et elle nous avait fort bien exprimé une certaine douleur qui n'était pas du tout compatible avec un cultivateur, que son mari n'avait pas et qui lui haussait les épaules. Mais quand une vache arrivait au bout du rouleau, elle était toujours très emmerdée et elle la suivait mentalement. Il avait voulu une fois que je lui explique comment était fait un abattoir. J'avais pas réussi à la convaincre. Je disais, bon, on prend les bêtes et à peine sont-elles rentrées là-dedans qu'elles sont mortes. Elle me disait, mais est-ce qu'on les fait souffrir? Je dis, mais non, pas du tout, ça se passe très bien. Je mentais, mais elle voyait que je mentais. Alors elle avait décidé que ces vaches, elle ne les vendrait pas avant l'âge de 12 ans. Ce qui faisait des vaches pratiquement invendables. Et un matin, quand je faisais une toute petite promenade, quelque temps avant justement de trouver la maison, elle m'avait appelé. Elle m'avait dit, écoutez, j'ai ma vache, elle l'appelait Colombe. Il y a la Colombe qui a fait son veau depuis quelques jours, et le veau n'est pas bien. Et je sais que si je me débarrasse du veau, eh ben avec la Colombe et moi, je crois que ça va plus très bien aller. Chaque fois que je viens la traire, elle se tourne, elle lève légèrement la patte, elle attend la dernière goutte de lait, elle me regarde, elle aime regarder le lait que j'ai trait. La Colombe, si je pouvais vous le dire, c'est autre chose qu'une vache maintenant. J'ai mon petit garçon qui a le même âge qu'elle et il y a peut-être un peu de ça là-dedans. En tout cas, le veau qu'elle a maintenant, je suis vraiment très embêté. Venez voir. Alors je dis rentrer dans son étable. J'avais vu le veau qui se tenait assez mal sur ses petites pattes. Et qui effectivement, comme elle me l'avait dit d'ailleurs, chaque fois qu'un homme s'approchait de lui, il se tordait dans tous les sens, il tirait sur sa corde, quitte à s'étrangler. Et je lui dis, mais c'est peut-être rien, il a peut-être besoin d'être auprès de sa mère. Il me dit, mais non, mais quand il est auprès de sa mère, c'est pareil, il tape dessus, il se retourne, il va la blesser.
Vous croyez que ça existe, un veau fou? Hey, j'avais pas pensé qu'un veau pouvait être fou. Alors je regardais bien la bestiole, qui continuait à tirer dans tous les sens. Puis elle avait mis la main sur sa tête et me dit, il n'y a qu'à moi qu'il arrive des histoires comme ça. Je lui dis, oh, bah, certainement pas. Elle me dit, oui, mais les autres, quand ils voient un veau comme ça, eh ben, ils appellent le boucher. Et mon mari, il voudrait, moi, je veux pas. Je dis, mais moi, je peux rien vous faire. Je suis pas vétérinaire, et je crois que même un vétérinaire pourrait rien faire si ça existe, un veau fou. Elle me dit, faites quelque chose. Je dis, mais voulez-vous que je fasse? Et à ce moment-là, j'ai cru que je devais avancer mes deux mains. J'ai mis mes mains devant moi en écartant les doigts, et je les ai lentement approchées, ces mains, de la tête du veau. Et il les voyait, lui, et au fur et à mesure que mes mains s'approchaient, ses sauts se calmaient, la corde sur laquelle il tirait devenait détendue. J'ai fini par lui poser mes deux mains sur son front, là où, s'il vivait un jour, les cornes viendraient. C'était un petit mâle, donc un veau qui n'irait peut-être quand même pas très loin. Et une fois mes deux mains posées sur son crâne, je l'ai bien tenu et un peu secoué, et j'ai dit à la femme, « Vous croyez que c'est assez, ça ?» Elle est sortie de l'étable. Moi, je suis resté quelques secondes avec mes mains sur la tête du veau. C'était chaud et un peu humide. Il avait ses deux grands yeux d'une telle douceur. Les vaches ont des yeux tellement langoureux, tellement immenses. Je suis ressorti de l'étable et elle était dehors, elle m'attendait. Et elle m'a dit, vous êtes... Je dis, non, je ne suis rien. Je crois qu'il a eu la trouille de moi, c'est tout. Et à ce moment-là, l'homme revenait des champs. Et elle lui a dit, eh bien, le monsieur qui est là, tu pourras jamais savoir ce qu'il a fait. Alors moi, je commençais à dire, bon, mais j'ai rien fait. D'ailleurs, je sais même pas ce que j'ai fait. C'est avec votre petit veau qui est dans le fond. Alors lui dit, ah bah oui, mais il est fou, il va falloir qu'on le saigne. Alors je dis, oui, mais il est fou, mais et s'il arrête de bouger quand on le touche? Il dit, ben, moi je vous paierai quelque chose, hein, si vous réussissez à le toucher. Alors elle n'arrivait plus à parler, puis elle secouait sa petite tête. Alors je dis au bonhomme, je dis, ben, venez voir. Je dis, maintenant approchez-vous. Alors il s'est approché, et le veau ne bougeait pratiquement pas. Il dit, mais qu'est-ce qu'il a maintenant? Je dis, ben, écoutez, vous allez voir maintenant aussi ce que je vais faire. J'ai posé mes deux mains sur sa tête, et puis je l'ai bien secoué, puis j'ai fini par le coucher par terre. Il dit, mais alors ça y est, qu'est-ce qu'il avait alors? Alors on va le garder si c'est ça. Et ils ont gardé ce veau-là. Et quand je suis revenu chez moi, j'ai raconté ça à ma femme. J'y croyais pas à mon histoire. Il n'y avait pas du tout de fluide dans mes pognes, mais ça avait fini par se répandre un peu dans le village quelques jours après. Le monsieur là-haut, dans la montagne, il connaît des choses. Et cette histoire de veau, ben, ça avait fini par m'amener non pas des clients, mais j'aurais pu... On m'amenait des gosses qui étaient pas bien, des vieux qui avaient des douleurs. On me posait des questions, on voulait savoir si moi je comprenais ce qu'il y avait. Ma femme, elle, disons qu'elle avait tendance à croire à certaines choses. Et elle n'avait pas tort en disant que nous étions très branchés l'un sur l'autre. Il m'arrivait fréquemment ou bien d'avoir un dessin en route ou une page en train, et de buter sur un mot ou sur un trait. D'être sur le point de déchirer la feuille, de foutre ça au panier et d'avoir une de ces superbes colères comme je les ai à chaque fois. Parce que je me sens tellement peu maître de moi, mais pris dans un engrenage, que si brusquement le courant saute, j'ai l'impression que ça y est, je vais retomber. Je vais retomber et bien des fois j'ai dit à ma femme, je me suis gouré de chemin, je ne devais pas quitter l'usine. Et souvent, je m'imaginais, disons, plus heureux,
avec une petite musette et une autre femme que j'aurais retrouvée le soir qui m'aurait engueulé, que j'aurais engueulé, que j'aurais tabassé. Dans ces grands moments-là, elle s'approchait de la feuille, ou de dessin, ou d'écriture. Et elle la lisait. Elle lisait même un dessin. Et jamais, jamais pour me faire plaisir ou pour me soutenir, jamais elle ne m'a dit « mais tu dois continuer », si elle ne le pensait pas. Et très souvent, elle venait au-devant de moi et me dépassait. Elle réussissait à saisir ce que j'étais en train de mettre en route, le croisement auquel j'étais arrivé, allant presque jusqu'à me suggérer, au point que moi je lui disais « alors maintenant t'as plus qu'à signer, c'est toi, c'est pas moi ». Et quand elle était, quelques années avant, malade, et que moi j'habitais Paris, elle était tellement mal en point, obligée d'entrer en sana et de subir une opération extrêmement sérieuse. Le soir de l'opération, j'avais téléphoné à son sana. C'est une anecdote, mais qui était très très importante pour nous. Je téléphone au sana et je demande des nouvelles de Madame Intel. Et on me répond, elle a été opérée, tout s'est très bien passé. Retéléphoné demain matin, mais il n'y a plus rien à craindre. Le lendemain matin, je retéléphonais. On me confirmait que ça allait on ne peut mieux et que je n'avais plus de raison de téléphoner. Le soir, j'étais avec un copain. Il me raccompagnait chez moi. On parlait justement de cette opération. J'étais d'un optimisme pas du tout forcé, mais forcené. Je voyais, disons, tout l'horizon se déboucher brusquement et dans quelques mois, nous pourrions reprendre une vie en commun. Quand, en arrivant chez moi, en buvant un coup avec le gars, radicalement, je suis passé de l'autre côté. Il était 9 h le soir et il m'a dit « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? T'as l'air d'être d'un seul coup mal foutu. » Je lui dis « Je suis non seulement mal foutu, mais j'ai une angoisse. J'ai l'impression que je suis en train d'étouffer, que je vais étouffer, mais je ne vais pas étouffer parce que je suis malade. Je sens quelque chose. » Alors lui rigole et il me dit « C'est parce que t'es fatigué, quoi, c'est tout. Tu viens de passer là 2-3 jours à avoir la trouille et c'est ça la secousse. » Peut-être. On a reliquidé un pot, on a refumé du tabac, mais je sentais vraiment un énorme sac de ciment sur ma poitrine. Sans image dans ma tête, mais cette sensation, vraiment cette oppression à l'intérieur du cœur, dans les côtes. Je me dis, mais je peux plus respirer, mon vieux, faut que je me lève, faut que j'ouvre la fenêtre. J'ouvre la fenêtre et puis j'avalais par la bouche et par le nez des grandes rinsades d'air, mais ça me faisait rien, ça pouvait pas descendre. On est arrivé autour de 10 h. Et brutalement, je me suis retourné, je lui ai dit, écoute, vieux, t'as du fric avec toi? Oh, il me dit, oui, j'ai un peu de fric, pourquoi? Je dis, alors viens, je vais à la gare, je prends le train, je vais là-bas. Oh, il me dit, mais t'es fou, t'es con. Qu'est-ce que tu vas aller foutre là-bas? Qu'est-ce qui te prend, mais... Enfin, tu m'as dit que tu avais téléphoné. Je lui dis, oui, mais je sens quelque chose. Il me dit, alors téléphone. Je dis, non, je peux pas téléphoner, ça serait du temps de perdu. Je sais que j'ai un train à 11 h, viens avec moi. Alors il a un peu râlé au début, puis il m'a dit, bon, d'accord, quoi, si c'est... Toi, tu crois que c'est un pressentiment, moi, je suis certain qu'il n'y a rien, quoi, tu vas claquer 10 000 balles pour rien, mais il faut le faire si t'es comme ça. Il m'a proposé quand même de dormir avec moi. Je dis, non, ça y est, c'est mis en route, je fous le camp là-bas. Il faut que j'aille là-bas. Et puis j'ai sauté dans le dur et je me suis boré. C'était un mois de février. Le mois où, dans les trains, les voyageurs sont des skieurs. C'était bourré de mecs qui chantaient. Je les entendais à peine. Ils m'énervaient pas du tout. Et moi, j'avais mon idée fixe. Arriver demain matin à 5 h là-haut, tout de suite, et la voir. Je me disais pas, à 5 h du matin, on ne peut pas rentrer dans un sauna, on ne peut pas voir une opérée de 48 heures, mais moi, on me laisserait rentrer. Moi, on me laisserait la voir. C'était pas la trouille, c'était tout autre chose. Et pas très loin de la gare où je devais descendre, j'ai commencé à me faufiler entre les mecs qui étaient dans le couloir. Les compartiments étaient bourrés, surchargés.
Et je voyais très bien que je n'arriverais jamais à la porte. J'étais coincé en plein milieu du wagon. Et quand le train s'est arrêté, j'ai entendu gueuler le nom de la gare, où moi je devais descendre et j'étais encore coincé parmi eux. Alors j'ai descendu la vitre, j'ai fait tomber ma valise sur le ballast, puis j'ai sauté. Et au moment même où j'ai sauté, un épouvantable bruit, avec un souffle extraordinaire. C'était un train qui venait en sens inverse et qui passait dans la gare. Je suis resté KO sans avoir été touché. Quand le train dans lequel j'étais, duquel je venais de sauter, eut démarré, il y a un gars qui est venu avec une lampe torche, puis qui a regardé, il avait certainement envie de ramasser les débris. Il m'a secoué et j'étais en entier. J'avais rien, pas un gnon. J'avais bénéficié d'un grand hasard, de la seule courbe qu'il y avait dans cette gare et qui écartait légèrement les voies. 10 mètres avant ou 10 mètres plus loin, j'étais ratatiné. Alors j'ai pris le premier taxi qui se trouvait là, à cette heure-là, et je suis arrivé dans la ville des Sana. Je la connaissais parce que c'était là que je l'avais accompagnée, et j'avais passé seulement 2 jours, le jour de son arrivée. Il était 6 heures à peu près. À 6 heures, on ne va pas dans un Sana. À 6 heures, on boit un jus. Puis peut-être que on attend 7 heures et que là, on téléphone. Mais je ne pourrais pas attendre, je suis allé dans la direction du Sana où je la savais. Et j'ai regardé les fenêtres. Tout était éteint sauf une fenêtre. Ça ne pouvait être que la sienne. Elle était là-dedans et je sentais que les 20 ou 30 mètres qui nous séparaient, c'était tout un monde. Je me suis approché d'une porte, seulement elle était bouclée. J'ai fait demi-tour, je suis revenu en arrière vers un bistrot. Je me suis retapé un jus. J'ai attendu avec impatience 6h30, c'est au moins le quart, et là j'ai téléphoné. On m'a répondu et j'ai dit écoutez, je téléphone parce que je suis un peu inquiet. Il est de bonne heure, mais je ne tenais plus, je voulais vous parler. Comment va ma femme? Et la voix m'a dit eh bien, il y a eu un léger accident. Ce n'est rien, enfin, ce sont des accidents un peu prévisibles, mais elle n'est pas très bien. Je dis bon, j'arrive. Elle me dit oui, mais vous arrivez, enfin, je ne peux pas vous dire de venir, monsieur, c'est. Je dis non, mais j'arrive, j'y suis dans 10 minutes. Elle me dit mais monsieur, dans 10 minutes, vous êtes à Paris? Je dis mais non, je ne suis pas à Paris. Je suis là à côté. Je vois la fenêtre. Elle m'a dit bah, si vous êtes là, venez et venez très vite. Alors je suis rentré dans ce Sana. J'ai enjambé tous les couloirs et j'ai recroisé l'infirmière. Elle m'a dit si vous voulez la voir, elle est là, ne parlez pas. Puis je l'ai retrouvée, mais je l'ai retrouvée sans la connaître, quoi. Elle n'était pas blanche, elle était devenue transparente. Il y avait que des veines qui étaient un peu bleues. On aurait dit une tache d'encre sur une page. Avec ses yeux fermés, sa bouche fermée, son nez si pincé, les oreilles dégagées, elle qui ne voulait jamais me les montrer parce qu'elle les trouvait trop petites. Des petites oreilles adorables, avec sa poitrine qui se soulevait si faiblement. Je suis ressorti, j'ai retrouvé la bonne femme et je l'ai bien regardée. On n'avait pas besoin de se parler. Nous nous comprenions très bien tous les deux. Et elle m'a dit, écoutez monsieur, si vous voulez attendre un peu, dans quelque temps, sans doute le chirurgien va revenir. Il a travaillé avec elle toute la nuit. Je n'ai pas voulu lui demander de détails, je savais que l'accident qu'il avait fait était un accident que je comprenais comme étant une hémorragie. Je ne savais pas qu'une hémorragie pouvait être aussi sérieuse chez une péripulmonaire. Je voyais qu'elle était en grand danger. Que nous étions arrivés ce matin-là à une bifurcation et que peut-être le soir à 11h, quand je prenais mon train et qu'à 10h, quand je parlais avec mon copain et que je lui disais je peux plus, j'étouffe, elle était en train d'étouffer. Le chirurgien est arrivé. Il avait aussi du flair. Pas besoin que je lui explique qui j'étais, il avait compris. Il m'a fait rentrer dans son bureau. Et il m'a dit alors. Je dis si vous permettez, c'est à moi de poser les questions.
comment ça se passe? Mal. Je dis oui, je le vois, mais comment ça va se terminer? Il me dit, je ne suis pas un optimiste, je ne suis pas un pessimiste. Je suis un homme comme vous. Je fais mon boulot et pour moi, je veux bien faire mon boulot. Je l'ai bien fait et elle fait l'accident qui n'arrive qu'une fois tous les 10 000 cas. Et à chaque fois, ce cas-là est plus que dangereux. Et alors très rapidement, il m'a expliqué que, ne possédant pas de coagulants, car les coagulants n'existaient pas encore, il y avait une chance sur un chiffre qu'il n'a pas osé me donner. C'était une chance presque de perdu. Un petit grain de sable dans un océan. C'était ce grain de sable-là qu'il fallait saisir. Je l'ai regardé, et sans savoir ce que je lui disais, je parlais comme une voix serait sortie de moi sans que je la contrôle. Je lui ai dit, si vous me permettez, je vais me charger de quelque chose. Je ne vous demande, moi, qu'une faveur. Il va falloir me l'accorder. Je veux rester dans sa chambre, dans un coin, sans bouger, presque jour et nuit. Laissez-moi dormir sur un brancard. Laissez-moi à côté d'elle. Ce n'est pas un mort que je veux veiller. C'est quelqu'un que je vais empêcher de mourir. S'il avait été un autre mec, peut-être qu'il m'aurait mis la main sur l'épaule et m'aurait dit que ce genre de lutte ou de combat que je voulais mettre en route était en dehors du coup. Mais parce que c'était ce type-là en question, il m'a dit, c'est accordé. Ce que vous m'avez dit, vous le ferez, c'est-à-dire que vous ne bougerez pas. Il m'a ouvert la porte de la chambre, où maintenant on l'avait mise. Puis il m'a dit, restez là, dans ce coin-là. Il y avait une toute petite lumière au-dessus de la porte, qui me permettait de lui voir à peine les traits. Et je ne quittais la chambre que pour le laisser rentrer, lui, faire ces grandes ponctions de sang qui se répandaient partout. Et dans le couloir, je saignais moi aussi de partout. Quand je voyais les grands bocaux pleins, je me précipitais, je rentrais. Je ne pensais pas. Je venais de mettre quelque chose en route en moi qui allait me vider pour la remplir. C'était pas ce que je pensais, mais c'était ce que je faisais. Au bout d'un jour, au bout de 2 jours, il m'avait fixé 3 jours. 3 jours pour que les hémorragies arrivent à la vider. Le 3e jour, c'était le dernier. Le dernier round. Il fallait que je tape. Alors je me suis adressé au mur. J'ai voulu qu'ils éclatent, que quelque chose rentre là-dedans. Je parlais à rien. Je parlais à du dur et à du vide. Je la regardais plus, je voulais plus la regarder. Je m'étais fixé le soir 11h, qui correspondait très exactement aux 3 jours. 3 jours où l'hémorragie avait commencé. J'ai passé toute mon après-midi comme ça, je suis sorti un petit coup dans la soirée. Il a pompé un peu. Il y en avait de moins en moins. Il refaisait les transfusions aussi sec, mais aussi sec qu'elle reperdait. Et vers 9h, 10h, il devait revenir. En fait, je devais reconnaître le corps. Je me sentais littéralement écrasé. C'était plus un sac sur la poitrine, mais j'étais sous des millions de sacs. Je me débattais là-dessous, et en me débattant, j'avais l'impression que je me rehaussais un peu dans une traction difficile à tenir, sur mes genoux et sur mes coudes. Et elle était en dessous de ma poitrine. Je ne voulais pas qu'elle étouffe. C'est lui qui m'a fait sortir, et j'ai attendu dans le couloir. J'ai pas attendu longtemps. Quelques minutes à peine. Le temps qu'il rentre une aiguille dans la plèvre et qu'il ne pompe pas de sang. Quand il est sorti de la piole, il n'avait pas le sourire aux lèvres. Il avait un masque. Le masque du mec qui avait envie de fumer un cigare. Je l'ai suivi dans son bureau, il a foutu les pieds dessus. Il m'en a tendu un.
Il a ouvert un tiroir dans lequel il y avait une bouteille de cognac avec 2 godets. Il m'a dit à votre santé et à celle de votre femme. C'est fini, elle a réussi à coaguler toute seule. Alors on s'est regardés tous les deux. C'était 11h30, minuit. Lui, il était vidé, moi je commençais à me remplir à nouveau. On n'arrivait pas à articuler. Il avait des lèvres d'acier, moi, j'avais des lèvres en charpie. On est redescendu tout doucement de sa chambre. On est passé devant la porte où elle était, elle. Il m'a dit, maintenant, elle dort. Maintenant, si vous voulez me croire, il faut partir. Quelque chose a été fait et je dois vous dire que j'y crois pas. Pourtant, le fait est là. Rentrez, elle n'a plus besoin de vous. Essayez de remonter ça. J'ai repris le dur, sans avoir vu ma femme, sans lui avoir murmuré quelque chose à l'oreille. Elle en avait pour des mois avant de remonter ça, mais dans le train, je lui parlais. Dans le train, elle me répondait. Il y avait des skieurs ou plus des skieurs, je m'en foutais complètement. Le train aurait pu rouler pendant des années. C'était la première fois de ma vie et ça a été la dernière. Il ne peut pas y avoir 2 fois comme ça dans la vie d'un bonhomme. J'aurais dû crever, quoi. De temps en temps, ma femme me rappelait ça. Et à chaque fois qu'elle remettait ça sur le tapis, j'avais à nouveau un malaise qui revenait. Elle a cru que il y avait de la gêne en moi, mais ce n'était pas de la gêne. Je revivais vraiment, à chaque fois qu'elle remettait ça, je revivais une partie de ce qui s'était passé. Des dizaines et des dizaines de fois, pour ne pas dire des centaines. J'ai essayé de me débarrasser de ça, de le foutre sur du papier. J'ai essayé de la dessiner, de la foutre dans un cercueil, et moi au-dessus avec un grand crochet, la sortant par un bras, une main. Puis je déchirais le dessin, c'était pas ça. Alors je me refoutais à ma machine et je retapais dans le détail. Moi à Paris, mes coups de téléphone, moi à Paris avec le copain, moi à Paris et mon sac de ciment sur la poitrine, moi à Paris et sautant dans le train, moi à Paris, partant, moi arrivant, la courbe. Il n'y a rien à faire, j'arrivais pas à m'exprimer. Je lui donnais à lire, mais elle restait aussi muette. J'ai à chaque fois avorté mon histoire.